Bienvenue dans The Debate. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui agite de plus en plus, je crois, le monde entrepreneurial français. Est-ce qu'il faut partir? Les sources qu'on analyse, elles, dressent le portrait d'un écosystème qui est un peu à bout de souffle, où un certain ras-le-bol face à la pression fiscale, face à la complexité administrative, ce ras-le-bol semble se généraliser. Le dissident? Oui, et la vraie question, au fond, c'est de savoir si pour un entrepreneur qui veut vraiment réussir, l'expatriation est passée du statut d'option à celui de nécessité. Est-ce que c'est devenu, en fait, la stratégie la plus rationnelle pour construire son succès et sécuriser son patrimoine? C'est exactement ça. Et de mon côté, je soutiendrai que oui, absolument. Face à un système français qui, disons-le, pénalise la prise de risque et à un contrat social qui ne tient plus vraiment ses promesses, partir, c'est une démarche logique et un puissant levier d'accélération. Le dissident. Et moi, je défendrais une vision un peu plus nuancée. Je pense que cette vision d'expatriation comme solution miracle, c'est une simplification un peu dangereuse. C'est une démarche qui est complexe, semée d'embûches, et qui n'est certainement pas l'unique voie vers la réussite. Pour moi, le cœur du problème, et c'est vraiment ce qui ressort des documents, c'est que le système français est devenu un frein structurel à l'enrichissement. Prenons un entrepreneur qui réussit. Si on cumule tout, l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, et puis derrière l'impôt sur le revenu, les prélèvements sur les dividendes, on atteint une imposition globale qui peut frôler les 60, voire 70%. C'est tout simplement confiscatoire, quoi. En face, nos sources citent des exemples très concrets. Pour des schémas comparables, un entrepreneur à Dubaï est à environ 10%. Et en Estonie, avec un mix salaire-dividende bien optimisé, on est sous les 9%. La conséquence de cet écart, elle est purement mathématique. Il y a un chiffre qui m'a particulièrement marqué. Pour accumuler le même capital, il faudrait près de 7 ans à Dubaï contre 25 ans en France. C'est un chiffre choc en effet. Mais il faut aller au-delà du choc. Pensez à ce que ça veut dire à l'échelle d'une vie. C'est la différence entre pouvoir réinvestir massivement dans son entreprise à 40 ans ou devoir attendre 60 ans. C'est la différence entre prendre sa retraite à 50 ans avec un patrimoine solide ou travailler jusqu'à 70. Ce n'est pas une optimisation à la marge. Ça, c'est un changement de paradigme existentiel. Et derrière ces chiffres, il y a la rupture du contrat social. On accepte de payer des impôts élevés si les services suivent. Or, qu'est-ce qu'on voit? Un État dont la dette dépasse 110% du PIB et qui, d'ici 2027, dépensera plus pour rembourser les intérêts de sa dette que pour son budget d'éducation. Et pendant ce temps, les services publics se dégradent. L'expatriation n'est donc pas une fuite, c'est un arbitrage rationnel. L'entrepreneur moderne, qui est mobile grâce à la technologie, n'est plus un contribuable captif. Il devient un client, en fait, qui choisit le fournisseur de services de gouvernance le plus efficace, le dissident. D'accord. Le tableau que vous peignez, il est sombre, c'est vrai, et les chiffres sont frappants, mais il manque une énorme partie de l'équation. Ce discours sur la rationalité pure, il masque des dangers bien réels. Et le premier, le plus immédiat, il est fiscal. L'administration française n'est pas naïve, elle a vu venir le phénomène. Elle dispose d'outils redoutables comme l'exit tax. Pour simplifier, au moment de votre départ, l'État considère que vous vendez fictivement toutes vos participations et il vous impose sur la plus-value latente. C'est une barrière à la sortie très concrète et très coûteuse. Et ce n'est pas tout. Beaucoup d'entrepreneurs partent en pensant être sortis du système, mais ils conservent leur résidence fiscale en France sans même le savoir. Ils se focalisent sur la fameuse règle des 183 jours passés hors du territoire, alors que ce n'est souvent qu'un critère secondaire. Le fisc, lui, il regarde surtout le centre de vos intérêts vitaux. Où vit votre conjoint? Vos enfants sont-ils scolarisés en France? Où se trouve votre patrimoine principal? Une requalification, ça peut arriver des années plus tard, avec des pénalités qui sont dévastatrices. Oui, mais ça, ce sont des risques techniques qui peuvent être gérés avec une bonne préparation. Le dissident? Peut-être, mais il y a un deuxième risque qui est plus stratégique et moins visible. En quittant la France, vous risquez de vous couper du levier bancaire français. L'accès au crédit, c'est un moteur de croissance qui est souvent bien plus puissant que l'optimisation fiscale, qui, elle, relève plus d'une logique de conservation. Un entrepreneur peut développer son activité de manière exponentielle en France grâce à des prêts qu'il n'obtiendrait mais jamais dans certains pays à fiscalité douce mais au système bancaire embryonnaire ou très frileux. D'ailleurs, les sources mentionnent que certains expatriés choisissent de rester résidents fiscaux français, précisément pour garder cette ligne de crédit ouverte. Parlons de son rapport qualité-prix. Il est objectivement désastreux. L'Institut économique Molinari, qui est cité dans nos documents, a fait un calcul qui est édifiant.
Pour qu'une entreprise dégage 100 € d'excédent net pour son propriétaire, elle doit d'abord verser environ 140 € de prélèvements obligatoires. C'est plus du double de la moyenne de l'Union européenne. On nous dit que cette fiscalité finance notre modèle, mais en réalité, elle pèse 2 fois plus sur la compétitivité de nos entreprises qu'ailleurs. La France est championne d'Europe des prélèvements, mais la rentabilité de son économie est la plus faible de l'UE. Le contrat est donc simple. Vous payez plus que tout le monde pour un service qui se dégrade et une rentabilité moindre. Comment justifier rationnellement de rester dans un tel système? Le dissident. Mais on ne peut pas réduire le contrat social à un simple ticket de cash. C'est une vision comptable à très court terme. Vous oubliez l'actif le plus important pour un entrepreneur qui veut grandir. Et j'y reviens, c'est l'accès à un écosystème financier mature. Ce levier bancaire, ce n'est pas un détail. Une banque française qui vous connaît, qui suit votre entreprise depuis sa création, peut vous prêter à des taux compétitifs des sommes qui vont vous permettre d'acquérir un concurrent, de construire une usine, de changer d'échelle tout simplement. Dans beaucoup de paradis fiscaux, vous n'êtes qu'un numéro de compte. Obtenir un prêt professionnel significatif sans un historique local solide, c'est un parcours du combattant. L'arbitrage n'est donc pas seulement impôt élevé contre impôt bas, mais plutôt croissance par endettement dans un système fiscal lourd contre croissance par fonds propres dans un système fiscal léger. C'est pas du tout la même stratégie. Mais quel est l'intérêt d'un levier bancaire si le système fiscal vous empêche de construire les fonds propres nécessaires pour y avoir accès, ou même pour rassurer les banquiers? C'est le serpent qui se mord la queue. La réalité, c'est que cette croissance potentielle est constamment freinée. Donc la décision de partir, elle devient mathématique. Je reprends ce chiffre. 1 an à Dubaï, c'est équivaut à 2 ans et demi en France en termes d'accumulation de capital net. Pour un entrepreneur du web, un consultant, un créateur, qui n'est pas lié à un territoire physique, il n'y a rationnellement plus aucun intérêt à rester, hormis pour des raisons affectives ou familiales, bien sûr. Et il ne s'agit pas que d'impôts. Les documents décrivent la lourdeur administrative française comme un enfer. Créer une société au Royaume-Uni ou en Estonie, ça prend quelques heures en ligne. En France, c'est un processus qui peut prendre des semaines, avec une complexité qui décourage l'initiative. Le choix de partir est donc un choix de pure efficacité. Le dissident, Mais cette rationalité purement mathématique que vous décrivez, est-ce qu'elle ne passe pas à côté de l'essentiel? La réalité du terrain est bien plus complexe. On parle de risque. Les sources utilisent un terme très fort, le risque d'un auto-sabotage patrimonial. Une expatriation réussie, ça ne s'improvise pas, ça se planifie sur des années, avec des avocats fiscalistes, des notaires, des experts. C'est un projet en soi, qui coûte cher. Trop de gens partent sur un coup de tête en pensant qu'il suffit de passer moins de 183 jours en France. c'est une erreur de débutant. Là-dessus, on est d'accord. Le dissident, Exactement. et c'est une erreur qui peut coûter des millions. Le fisc ne s'arrête pas à ce décompte. Il regarde où est votre famille, où est votre compte en banque principal, d'où vous dirigez réellement votre entreprise. Et au-delà du fisc, est-ce que vous avez pensé à la succession? Même en vivant 20 ans à l'étranger, si vous avez des biens immobiliers en France, une partie de votre succession peut retomber sur le coût du droit français avec sa fiscalité écrasante. Présenter ça comme un simple calcul mathématique, c'est occulter une part immense de la réalité, qui est celle du risque juridique et financier. Ce n'est pas une ligne sur une feuille Excel, ça. C'est un changement de vie avec des conséquences profondes et durables. C'est un risque que de plus en plus de gens sont manifestement prêts à prendre, parce qu'on n'est plus face à un épiphénomène, mais à une tendance de fond. C'est une confrontation que certains analystes décrivent comme celle du Léviathan-État, le pouvoir centralisé traditionnel, face au Léviathan-Réseau, ce nouveau pouvoir décentralisé né d'Internet. Les 2,5 millions d'expatriés français officiellement enregistrés, ce n'est que la partie visible de l'iceberg, sans compter tous ceux qui partent sans se déclarer. Cette mise en concurrence des États, c'est une nouveauté historique. Pour la première fois, les individus les plus productifs peuvent choisir leur juridiction comme on choisit un fournisseur de services. Ils ne sont plus des sujets, mais des clients. Et cette compétition, elle force les États à s'améliorer, ce qui est, à terme, bénéfique pour tout le monde. Le dissident. Une tendance de fond, je pense qu'il faut être prudente avec ces généralisations. Spécifiques d'entrepreneurs. Les fameux digital nomades, les consultants internationaux, les traders. La grande majorité des entreprises, y compris les plus innovantes, elles ont des racines. Elles ont des salariés, des usines, des laboratoires, un ancrage local qui rend un départ bien plus complexe, voire impossible. On ne déracine pas une PME de 50 salariés comme on déplace son ordinateur portable, quoi. Et de plus, on idéalise souvent la vie à l'étranger. On ne fait souvent que troquer un ensemble de comptes rendus contre un autre.
S'implanter à Dubaï, par exemple, ce n'est pas juste profiter d'une fiscalité nulle. C'est devoir s'adapter à un rythme des affaires différent, apprendre à naviguer dans une culture où le réseau personnel est primordial, et faire face à des coûts de maintenance de société, de visa et un coût de la vie qui peuvent être très élevés. Ce n'est pas un paradis sans contraintes, c'est un autre écosystème avec ses propres règles et ses propres difficultés. Au fond, malgré les risques que vous soulignez à juste titre, les données sur la pression fiscale, le poids de la dette et la dynamique de capitalisation restent, à mon sens, l'argument massu. Pour un nombre croissant d'entrepreneurs, l'expatriation n'est plus une simple option, mais une nécessité stratégique. C'est une manière de se libérer d'un système qui freine l'ambition et dont le rendement ne cesse de décroître. C'est un acte de souveraineté individuelle, voilà, celui de choisir l'efficacité, le dissident. Et pour moi, malgré les frustrations bien réelles du système français, le grand risque est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ériger l'expatriation en solution universelle est une simplification qui masque des dangers financiers, juridiques et stratégiques capables d'anéantir tous les bénéfices espérés. La décision de partir doit être un fruit d'une analyse froide, planifiée sur le long terme, et non une réaction épidermique au dernier appel de l'URSSAF. Car la réussite peut aussi se construire ici, en apprenant à maîtriser la complexité du système français et surtout en utilisant son puissant levier de crédit. L'arbitrage est donc complexe. Il se situe entre des coûts immédiats et manifestes en France et des risques futurs et plus cachés à l'étranger. Entre une optimisation, disons, de la conservation de son capital et une stratégie de croissance par l'endettement. Le dissident. Absolument. Les sources que nous avons examinées le montrent bien. Il n'y a pas de réponse unique. Chaque parcours est différent. Et la décision finale exige de peser une multitude de facteurs avec la plus grande prudence.